écoutez un podcast produit par la Galerie Maguen. Qui est Jean-Pierre Gibrat ? Comment a-t-il créé Le Sursis, Le Vol du Corbeau et Matteo ? Épisode 2. Qu'il s'agisse du sursis, du vol du corbeau ou de Matteo, la guerre est toujours là, celle de 14 comme celle de 40, mais aussi la Révolution russe ou la guerre d'Espagne. Pourquoi donc cette constance de la guerre dans les histoires de Jean-Pierre Gibrat ? Eh bien pour une raison très précise, nous dit-il. Elle révèle chez l'homme les aspects les plus spectaculaires. S'ils ont tendance à être bons, ils sont formidables. S'ils ont tendance à être fumiers, ils sont manifestement horribles et définitivement détestables. Donc, ça permet de raconter des histoires qui ont plus de relief, tout simplement. Moi, j'ai passé ma vie dans ce bouillon très neutre, très, aseptisé. On pouvait être de gauche à peu de frais, être généreux à peu de frais dans le discours, puisqu'on n'avait jamais l'occasion de le montrer vraiment. Et puis je me suis aperçu qu'il y avait plein de gens qui étaient de gauche et que je trouvais se comporter de façon assez contestable par rapport aux valeurs qu'ils semblaient défendre. Là, c'est fini. Quand on est dans des périodes, c'est fini. On est d'un côté ou on est de l'autre, quoi. En même temps, tes personnages, ils sont souvent des deux côtés, c'est-à-dire il y a à la fois un côté héroïque et en même temps on est parfois un peu salaud, quoi. Un peu salaud, un peu lâche, je dirais, plus que salaud. Ça vient peut-être du fond de ma personnalité, c'est que moi j'ai l'impression que j'aurais pas été courageux pour de rond. Ça n'empêche pas que c'est jamais noir et c'est jamais blanc, même pendant ces périodes-là. Parce que François, il va sauver Jeanne, mais en même temps, c'est lui qui l'a dénoncé. On l'apprend à la fin. Mais... Voilà. Lui, c'était pas méchant ce qu'il faisait. Il dénonçait des gens pour le marché noir. Il savait que pendant ce temps-là... Ils étaient en prison, donc il avait le temps d'aller chez eux. En garde à vue, on dirait maintenant. Pendant ce temps-là, il pouvait aller tranquille, voilà. Sauf que là, il dénonce quelqu'un qui fait partie de la résistance. Moi, je sors du militantisme. Enfin, je sors à 50 ans, je suis sorti du militantisme. Et maintenant, ça me débecte presque. J'ai honte de moi, j'ai honte de ce que j'ai pu raconter aux gens pour les amener sur mon petit terrain. De leur avoir fait croire à un idéal. Oui, mais de façon malhonnête. Pourquoi malhonnête ? Malhonnête parce que j'étais capable de dire à un mec, je me rappelle au père d'un copain qui me cherchait un peu, moi j'avais 17 ans, il se fout de ma gueule un jour d'élection. Et il me dit hey Coco, vous allez avec votre programme commun la 172, vous allez prendre une veste comme d'habitude et tout ça. Ça m'avait tellement gonflé, j'avais 17-18 ans, je lui dis mais programme commun, vous parlez du programme commun parce que vous l'avez lu, vous portez un jugement là redoutable et définitif sur le programme commun parce que vous l'avez lu, bien sûr. Vous l'avez lu ? Alors le mec, évidemment, il me dit non, je ne l'ai pas lu. Je dis voilà. Alors, en fin de compte, moi, c'est pas compliqué. Les gens comme vous, si j'étais au gouvernement, je leur supprimerais le bulletin de vote. Je les interdis de vote. Quand on vote pour des choses qu'on ne connaît pas de cette façon, voilà. Et bien moi, je ne l'avais pas lu non plus. Ah oui, d'accord. Voilà. Pour dire jusqu'où ça va. Mais le principe du militant, c'est le principe de dire j'ai raison. Et donc, il va utiliser toute son intelligence à montrer que la conviction, elle est vraie. Il a une conviction sur quelque chose. Mais la manière de la faire valoir, cette conviction, elle est détestable. Et donc, dans les personnages, moi, je voudrais amener les gens à avoir de la sympathie pour les personnages que j'aime dans les histoires, que j'aime le plus dans les histoires, mais pas en les prenant par la main, en leur expliquant la vie, qu'ils y soient attachés pour des raisons plus subtiles, quoi. Les petites lâchetés seraient donc aussi finalement des preuves d'humanité. Et c'est à cette part d'humanité qui n'est donc jamais idéalisée que Jean-Pierre s'adresse. Ces héros répondent à des motivations parfois médiocres, dont les ressorts sont finalement, là encore, très humains. Moi, quand je militais, même s'il y avait un peu une conviction familiale qui structurait l'ensemble du bonhomme, là, j'allais aux réunions de cellules parce que j'étais amoureux d'une gamine qui avait mon âge, et voilà. Et c'est pour ça que j'en aurais pas loupé une. C'était pas pour les dernières déclarations de Georges Marchais. Les motivations, elles sont jamais uniques. Les gens qui s'engagent au maximum, il n'y a pas une raison. Il y a un faisceau de raisons qui font que ça les amène à investir énormément là-dedans. Mais c'est pas que la prise de conscience politique, pas du tout, je suis sûr que non. C'est aussi leur vie, tous ceux qui se sont retrouvés dans les brigades internationales, il y en a plein qui auraient voulu y aller, mais qui ne pouvaient pas parce qu'ils avaient un enfant, parce qu'ils avaient... Ça pouvait être aussi par dépit amoureux, et on est jusqu'au boutiste, et on dit, du coup, ma vie, je vais en faire quelque chose qui a un peu de gueule et tout, voilà. Donc il y a la grande guerre, et puis il y a les petites circonstances. C'est un mélange de tout ça qui fabrique l'histoire.
Oui, la guerre, le principe de la guerre fait que ça radicalise un peu toutes les positions. Voilà. Et donc c'est intéressant sur le plan scénaristique. Mais après, ce qui motive les gens pour aller dans une direction ou dans une autre, c'est dû à plein de choses qui n'ont pas forcément à voir avec la prise de conscience intellectuelle. Ça peut être aussi très affectif, quoi. Je me souviens de ce film La Comblucien où il est un peu piétiné, tout ça, du coup il va de l'autre côté. Quand on voit Doriot qui devient un des fascistes les plus rutilants de la Deuxième Guerre mondiale avec Déa, là. Doriot, c'était le numéro 2 du Parti communiste. Et c'est parce qu'il n'a pas eu la place de Thorez qu'il a fait sécession, etc. Voilà, par ambition personnelle, pour tomber dans l'inverse. Enfin, ce qui était représenté comme l'inverse à l'époque, l'opposition absolue au Parti communiste, c'était les fascistes. Voilà, donc moi je pense que c'est très fragile un bonhomme, quoi. Enfin, l'affect, par exemple, pour moi, joue un rôle énorme dans les prises de position, qui apparemment ne sont que politiques. On a donc compris quels sont les ressorts des personnages de Jean-Pierre Gibrat, mais ils sont aussi définis par le dessin. Or, chez Jean-Pierre, les hommes ont des visages anguleux, burinés, parfois proches même de la caricature, alors que les femmes, elles, au contraire, sont belles, sensuelles, un choix que Jean-Pierre explique tout en le regrettant en partie. Moi, je rêverais de dessiner les femmes comme je dessine les mecs. Voilà. C'est-à-dire avec le même parti pris de ne pas faire de cadeaux, enfin d'essayer de définir le caractère jusqu'à l'inesthétisme quasiment, quoi. Voilà, enfin Pourquoi ? Parce que c'est le plus intéressant, de caricaturer, quoi. La caricature, c'est pas abîmer les gens, c'est les montrer encore plus comme ils sont. Voilà. C'est de les définir encore mieux. Alors pour les types, j'ai fait aucun effort, ça vient tout de suite. Je les dessine naturellement, un peu en chargeant un peu la mule, quoi. Mais par contre, pour les femmes, dès que je fais ça, elles sont moins jolies et ça me plaît pas. Et du coup, je reviens dans les clous. Et voilà, mais c'est un défaut. Je reconnais que c'est un défaut. Je ne les fais pas vieillir. Les mecs, ils vieillissent, pas les filles. Mathéo, il a vieilli entre le premier et le dernier. Pas Amélie. Voilà. Bon. Alors, explication de ça, c'est que si j'arrivais à dessiner les véritables femmes qui, à 50 ans, peuvent être encore plus séduisantes qu'à 25, ça arrive à plein de femmes. Eh ben, je n'y arrive pas. Si j'y arrivais, je le ferais. Si j'y arrivais, je le ferais. Et malheureusement, si je durcis un peu les traits, elles perdent leur charme. Alors que dans la vraie vie, elles ont les traits plus marqués qu'à 25 ans, mais elles sont toujours aussi éblouissantes. Voilà. Donc, je plaide coupable. C'est ma limite de dessin. Si je marque un peu trop les visages féminins, elles perdent leur charme. Alors que dans la vie, c'est pas comme ça. Alors en même temps, elles sont charmantes, d'accord, elles sont sensuelles, mais ce sont des femmes fortes, qui ont des bleus de travail, des vêtements d'aviateur, qui vont au charbon. Ouais. Ben ça répond à deux choses. D'abord, à rendre hommage au fait qu'il y a eu beaucoup de femmes comme ça, hein, qui étaient... à l'époque de Lénine, il y avait un ministre femme qui s'appelait la Kollontai, qui était une femme hyper affranchie. Sur le plan des mœurs aussi, elle avait des amants qui avaient 20 ans de moins qu'elle, etc., féministe à fond. Au début, il y avait l'avortement, il y a eu plein d'avancées en 17 en Union soviétique, etc. Et donc, des personnages comme ça, bah, évidemment, on a plus envie de s'intéresser à celle-là qu'aux autres, quoi. Donc, j'en ai mis un peu dans toutes les histoires. Là, c'était Léa. Bon, après, même Cécile dans Le Sursis, elle a son caractère. Jeanne, n'en parlons pas, c'est une militante et tout. Et puis, dans la bande dessinée, il y a eu tellement de personnages féminins qui étaient des bimbos sans aucun intérêt, qui étaient juste là pour faire dessiner une belle paire de fesses et une belle paire de seins. Moi, je l'ai même fait d'ailleurs dans Pinocchio, mais enfin, c'était un dérivé au deuxième degré de ça, quoi. Mais du coup, pour moi, il n'était pas question de tomber là-dedans. Voilà, je voulais vraiment dessiner des personnages qui avaient une puissance. Et effectivement, sans m'en rendre compte, dans toutes mes histoires, les personnages féminins ont plus de gueule que les personnages masculins. Elles ont plus de lucidité, de solidité aussi, voilà quoi. Et chez ces femmes, Jeanne notamment, mais pas seulement, Jean-Pierre utilise beaucoup de rouge. De plus en plus, en fait, le rouge et le bleu d'ailleurs aussi dominent dans ses planches. Et cela fait aussi partie de son style. Dans Le Sursis, il y avait du vert, Vol du Corbeau un peu moins, et dans Mathéo encore un peu moins. Et je m'aperçois qu'il y a très peu de vert dans mes couleurs.
Peut-être c'est une couleur difficile à manipuler aussi. Dès que c'est un peu criard, c'est vulgaire. Enfin, je sais pas, ça me... Mais puis c'est juste, tu sais, quand on dit les goûts et les couleurs, ça se discute pas. Donner priorité à une couleur par rapport à une autre, je pense que c'est très profondément... ça répond à des choses profondes qu'on ne maîtrise pas du tout, quoi. Alors c'est quoi ce rouge chez toi? Ce rouge qui tire d'ailleurs vers le rouge très foncé et parfois même vers le noir. Oui, un rouge foncé, carmin, oui. Aucune idée. Voilà une réponse. Et le bleu non plus. Non, le bleu et le rouge, ça va bien. Alors, ce que je peux dire du bleu, c'est que plus ça va, et ça rejoint à ce que je disais sur le vert, c'est-à-dire qu'à un moment, j'utilisais des bleus qui étaient presque turquoise, et finalement, moi, les bleus qui m'intéressent le plus à manipuler, c'est les bleus de nuit, et donc c'est du bleu où il y a du rouge dedans. Et je me suis aperçu de ça en regardant des illustrateurs américains où il y avait des bleus mais magnifiques, comme Howard Pyle ou N.C. Wyatt, etc. Bon, là, ils ont des bleus, les mecs, je ne sais pas comment ils les avaient d'ailleurs, parce que moi, je ne les ai pas avec mes encres. J'essaie de m'en approcher. Quand on demandait à Georges Braque mais comment vous qualifieriez votre travail, et il disait c'est pas ça, mais ça va vers ça. Et c'est magnifique, parce que ça, c'est ce qui te tient debout. C'est ce qui fait que tous les matins, tu peux aller à ta planche en te disant j'en suis pas là où je voudrais aller, mais par contre, le fait de faire un tout petit bout de chemin dans cette direction, c'est ça qui rend heureux. Ouais. Donc pour les bleus, les rouges, pourquoi je choisis ces trucs-là, je veux même pas le savoir en fin de compte. Finalement, c'est ça. C'est intuitif, ça vient comme ça, c'est ce que tu sens et tu peux pas l'expliquer. Ça, voilà, ça s'est imposé parce qu'au début, c'était beaucoup plus dans tous les sens. Ouais. Et même le sursis, couleur directe, premier couleur directe, il y avait plus de variété dans tous les sens. Et là, ma gamme, c'est un peu restreinte, mais finalement, ça contribue à faire l'identité. Exactement. Parce que je ne l'ai pas cherché, mais donc c'est qu'il y a une vérité. C'est pas une pause. C'est toi, c'est plus toi. Voilà, c'est quelque chose qui s'est imposé parce que c'est comme ça que je devais le ressentir. Et donc, voilà, je ne sais pas d'où ça vient, mais c'est comme ça, quoi. Ouais. Et autre caractéristique du style Gibra, c'est un dessin qui n'hésite pas à montrer son processus de fabrication, à se raconter en quelque sorte. Il arrive qu'on distingue un coup de crayon ou des coups de crayon derrière les couleurs. Alors ça, c'est pas une volonté, c'est comme je fais des couleurs directes. Évidemment, dans un premier temps, je fais des crayonnés comme tu vois là sur des feuilles volantes. Après, je les reprends à la table lumineuse et après, j'encre. Mais souvent, je laisse un peu le crayonné parce que ça redonne ou ça reprécise un autre petit truc qui a moins d'importance, mais c'est pas mal que ça y soit quand même. Enfin, pour moi, ça donne un petit côté vivant que j'aime bien, qu'on sente le crayon en dessous, voilà. Ouais, c'est la technique qui fait que le dessin se présente comme ça, c'est pas un parti pris. Non, c'est pas un parti pris. Ouais. Sauf que des fois, je gomme et puis je gomme pas tout parce que je trouve que ça met comme une ride ou un petit truc en plus qui finalement donne un côté vivant, quoi. Quand on encre un crayonné, c'est toujours plus raide que le crayonné en dessous. Donc, des fois, on laisse un tout petit peu du crayonné, c'est pas si mal. Il y a la lumière aussi qui a une importance capitale. Ouais. Tu aimes bien la lumière feutrée du soir, légèrement jaunâtre, celle d'une cigarette qu'on allume. La lumière, c'est essentiel. La cigarette qu'on allume, c'est tout ce qui est clair-obscur. Moi, j'étais fasciné. À un moment, j'ai fait quand même des études un peu d'art plastique pour être prof de dessin. Donc, je suis allé jusqu'en année de licence. Et fallait choisir un peintre, faire un dossier sur un peintre de la Renaissance. Et moi, il ne m'emballait pas, sauf Caravage, quoi. Le Caravage, c'était le seul où je disais putain, lui, c'est bon quand même, ça me plaît bien. Mais après, ce qui me fascinait, c'était Vermeer, c'était Rembrandt, mais surtout Vermeer. C'était Vermeer pour moi le peintre. Si on devait en garder qu'un, c'était lui. Après, les impressionnistes. Pour moi, Monet, c'est magnifique, mais Manet avant. Sinon aussi, après, dans la peinture, alors c'était pas des Français, mais c'était les impressionnistes espagnols, en fin de compte. Et c'est Sorolla. J'ai découvert tard, lui, tard. Mais alors, la claque, quoi, la lumière. Hein. Oh, ce côté, les clairs-obscurs, tout ce qui était clair-obscur, tous les peintres qui se sont un peu lancés là-dedans, ça me bottait vachement. Ouais. Et je me rappelle d'un tableau qui m'avait vraiment plu, et je comprends avec le recul, parce que c'était le joueur de Vielle qui braille, la gueule tordue et tout. Alors il y avait aussi le côté très expressif du visage, et la couleur aussi, la lumière qu'il y avait. Ouais. Et je pense que, tu vois, j'adorais la caricature, mais il y a une telle expression du visage et tout. C'est ça qui a dû me plaire en premier, quoi. Mais il y a la lumière aussi qui est très très belle et tout. Ouais.
Mais sinon, il y avait aussi déjà Carl Larsson, ce peintre suédois. Et là, ça me convenait à merveille parce que c'était du dessin mis en couleur. En fin de compte, moi, c'est ce que je préférais de tout. Ce qui me plaisait le plus, c'était le dessin mis en couleur. Et moi, c'est ce qui me touchait le plus. Et Rackham, Dulac, tout ça, pareil. Et Jean-Pierre apprend tous les jours, encore récemment, il a été influencé par le film de Spielberg, Les Fabelmans. À la fin de ce film, on voit John Ford, qui est incarné par David Lynch, donner une leçon de dessin au jeune Steven Spielberg. Et Jean-Pierre Gibrat nous raconte ce que John Ford dit précisément au jeune cinéaste qui vient le voir, en lui montrant un tableau qui est accroché au mur. Qu'est-ce que vous voyez là ? C'est quoi l'important ? La lumière... Non. Non, j'allais le corriger. C'est la ligne d'horizon. Et au bout d'un moment, la ligne d'horizon, elle doit jamais être au milieu, elle doit être en dessous, au-dessus, elle doit jamais être au milieu. C'était génial. Et tu sais quoi ? J'étais en train de faire un grand dessin et elle était au milieu, la mienne. Et je l'ai changé. Grâce à Spielberg. Oui. J'avais jamais entendu ce truc-là. Et tout d'un coup, je me suis dit, putain, mais moi, la mienne, elle est au milieu et je vais la bouger. Et effectivement, c'était mieux, quoi. Voilà, modeste le Jean-Pierre, car il apprend toujours, et il innovera d'ailleurs dans le prochain volume du Vol du Corbeau. Là, j'ai décidé pour cet album-là de faire un truc que je n'ai jamais fait, c'est de considérer que par page, peut-être pas systématiquement, mais dès que je peux le faire, il faut le faire, qu'il y ait une image plus importante que les autres, qui attire l'œil plus que les autres, qu'il y ait une image phare, une image dans cette page-là, c'est ça le plus important et le plus pertinent, sur le plan graphique seulement, pas sur un truc qui va faire avancer l'histoire ou qui va être pertinent pour l'histoire, mais qui donne du souffle à ton histoire. Voilà. Et ça, il n'y a rien de pire que de faire tout égal, quoi. Il n'y a plus rien qui sort, il n'y a plus rien... Et je me rappelle de Tardy qui avait dit il y a très très longtemps, il avait dit non mais moi le décor je l'installe dans une vignette, je fais une vignette où là il y a vraiment le décor, puis après je cadre plus serré, et le décor je le dessine même plus. On s'en fout. Parce que l'œil, il retient ton décor, et si je le mets partout, ça va tout affaiblir. Et c'était très très juste. Si tu veux, le décor, il faut qu'il reste dans la rétine du lecteur, mais c'est pas la peine de lui mettre sous le nez en permanence, tu vois. Et voilà quoi. Donc, tu vois là, il me faudrait une deuxième vie, en fin de compte, pour avoir encore 40 ans de dessin. Là, on arriverait peut-être à quelque chose de bien. Ouais, modeste, je vous le disais, parce que quoi qu'il en dise, Jean-Pierre Gibrat est aujourd'hui au sommet de son art. Et pas seulement grâce à son dessin. Je vous cite quelques extraits du Vol du Corbeau, des planches 40 et 48. Les ondes de passage des péniches matinales réveillent notre bateau engourdi, le secouent mollement en lui tirant quelques craquements de mauvaise humeur. Je vous lis aussi cette autre phrase. « Le chahut des platanes couvre les chuchotements qui suintent de la cabine voisine. » On le voit, Jean-Pierre Gibrat, ce n'est pas qu'un homme de dessin, c'est aussi un homme de littérature. Et lorsqu'on le lui dit, il n'est pas insensible aux compliments. Ce compliment-là, pour moi, c'est celui qui me touche le plus. Parce que le dessin, depuis que j'ai 4 ans, je me suis passionné pour le dessin, j'ai adoré ça, j'ai fait tout ce que je pouvais. Maintenant, sur l'écriture, c'est exactement pareil, sauf qu'à l'envers, quoi. C'est-à-dire que quand je suis arrivé au bac et tout ça, j'ai eu 6 en philo, coef 4, 6 en français, 3 en anglais, toutes les matières littéraires, j'étais une quiche totale. Et c'était justifié. J'étais pas doué du tout, du tout. Je comprenais pas, je crois, ce qu'on me demandait. Je comprenais pas. Donc, c'était très, très mauvais, tout ce que je pouvais écrire en dissertation et tout ça. Quand j'avais, je sais pas, les premières BD que je faisais avec Berroyer, et là, j'ai beaucoup appris, parce que c'est un dialoguiste hors pair. Quand on faisait les Goudards, c'est lui qui faisait les dialogues. Et je pense que j'ai appris par mimétisme, puisqu'on le faisait ensemble. Alors, il disait, tiens, on va faire Goudard qui fait ça, et puis alors, il y aurait le père qui dirait, voilà, on le faisait ensemble. Enfin, on le faisait ensemble. J'étais avec lui. Et je pense que j'ai appris avec lui à faire les dialogues par mimétisme quasiment. Le dialogue, c'est de l'imitation, c'est de choper ce qu'on a entendu et de le refaire avec justesse. Voilà, c'est tout. Mais il n'y a pas que le dialogue, il y a les textes aussi. Oui, alors les textes, c'est autre chose. C'est là où justement, normalement, j'étais pas fait pour du tout, quoi. Et puis je me suis surpris à prendre plaisir à écrire, à raconter ça.
et à m'apercevoir que j'y arrivais, quoi. En tout cas, que ça me plaisait bien, moi, de raconter. Tu vois, là, je suis sur le vol du corbeau, le tome 2. Là, j'avais écrit une petite scène, et je me disais, mais il manque un peu quelque chose. Et j'ai conscience que des fois, il suffit d'une phrase, d'un petit truc qui boucle, qui fait que tout d'un coup, ça a une puissance, alors qu'autrement, bon, c'est ni bien ni pas bien, ça fait avancer l'histoire, mais ça n'a pas de relief plus que ça, quoi. Voilà. Tu veux que je te donne un exemple ? Mais bien sûr. De ce que je veux dire par l'écriture. Alors là, Jean-Pierre fouille dans son téléphone. Ouais, j'écris sur mon téléphone par des notes. Alors, tu vas nous lire la note, du coup, qu'on va avoir en avant-première. Voilà, exactement. Le premier article, voilà. En fin de compte, Jeanne, elle suit un très proche de Ho Chi Minh, au Vietnam, enfin en Indochine, et elle est censée faire un article régulièrement pour un journal qui s'appelait Ce Soir, qui était l'équivalent un peu de François, mais qui était tenu par les communistes. Et le premier article, elle fait un article sur une espèce de naïf, un personnage qui est un représentant de commerce, qui te vend des assurances, des trucs comme ça. Et alors c'est un peu rigolo parce qu'il y a un perroquet qui intervient, tout ça, dans le premier interview. Donc le texte, il dit ça. Le premier article, pour pittoresque qu'il fût, n'avait pas convaincu mon rédacteur en chef. Alors là, c'est le rédacteur en chef qui parle. Il dit « Mon petit, je ne t'ai pas envoyé là-bas pour interroger les perroquets, je veux du militaire. Comment vivent-ils leur mission ? C'est ça que les gens veulent savoir, mon petit. Du sous-off au gradé, fais-les parler, nom de Dieu. » Et juste la dernière petite phrase, elle a dit « Bref, ils voulaient de l'opinion, mais en uniforme. » Voilà. Et bien cette phrase-là, pour moi, c'est ce qui donne la puissance de cette petite scène. Voilà. Ils voulaient de l'opinion, mais en uniforme. Ouais. Gibra, dessinateur, écrit donc aussi des textes littéraires, mais il a vraiment commencé à le faire, en fait, avec Le Sursis, sa première véritable œuvre personnelle. En fin de compte, quand j'ai raconté Le Sursis, c'était une période où j'avais 40 ans et je voulais faire mieux que d'habitude. Mais par contre, j'attendais une histoire mieux que d'habitude aussi. Donc Claude Gendreau m'envoie des scénars, et il m'en envoie 1, 2, 3, 4. Jamais ça me convenait, parce que là, j'ai dit, je ne vais pas signer un truc où je suis d'accord à 51%. Il faut vraiment que je sois emballé, quoi. Parce que là, je vais me battre sur le dessin comme jamais. Donc je me suis dit, je vais la raconter moi-même, cette histoire-là. Et là, j'ai pris un plaisir fou à raconter Le Sursis. Voilà. Et à me rendre compte que j'y arrivais, quoi. Et je me rappelle que Gossens, à l'époque où je travaillais avec Berroyer, on se voyait, il y avait toute la nouvelle génération, on se faisait des dîners ensemble avec Gossens, Cabane, Margerin, Rochette, enfin voilà. Bon, je faisais le con dans les repas de copains comme ça. Et quand ça faisait marrer Gossens, il me dit « Mais pourquoi tu racontes pas ça ?» Mais en fin de compte, j'ai compris que, par exemple, pour les dialogues, j'y arriverais. Et après, les textos, d'ailleurs, il n'y en a pas tant que ça dans Le Sursis, mais c'est dans Mathéo que j'ai commencé à avoir envie d'en écrire et tout ça. Et des fois, en écrire trop, d'ailleurs, mais bon, bref. Oui, forcément, ça devait m'arriver, ça. À un moment, on veut faire tellement bien qu'on fait trop bien. Enfin, pas trop bien, on fait trop. Il y a cette phrase magnifique c'était Giacometti, je crois, qui disait ça, et ça s'adapte à absolument tous les moyens d'expression. Plus j'en rajoute et plus il en manque, il disait. C'est magnifique, hein. Et c'est pareil pour les textes. Des fois, quand j'hésite entre deux façons de dire les choses, je regarde là où il y a le moins de mots. Là où il y a le moins de mots, je suis sûr que c'est le meilleur. Et ce talent, désormais assumé, il est reconnu, mais il est aussi salué. Je me souviens, à un moment, j'avais exposé à l'hôtel de région de Rouen. Alors, il y avait une expo, et donc on voyait les planches de Mathéo et tout ça. Et il y avait la chargée culturelle de l'endroit. Et elle fait un petit discours autour de l'événement, et puis elle dit, bon, là, vous voyez les planches de Jean-Pierre Gibra, donc vous voyez le dessin, etc. Mais ce qu'il faut dire avant tout, c'est que c'est d'abord un écrivain. Putain, je suis allé la voir à la fin, j'ai dit, à côté, alors là, on m'a jamais dit ça. Hein. Et on se dirige doucement vers la fin de notre histoire. Mais sachez que Jean-Pierre a un truc pour cultiver son inspiration, pour la faire venir et pour écrire certaines, en tout cas, de ses histoires. C'est la musique qui tient aussi une grande place dans sa vie. Quand j'ai écrit Le Sursis, moi qui n'écoute jamais de classique, ou quasiment jamais, j'ai écrit tout Le Sursis en écoutant Chopin. C'est quand même marrant, hein, les sonates de Chopin. Ouais. Pourquoi, j'en sais rien. Parce que la musique faisait que l'histoire venait plus facilement. Ça me mettait dans l'ambiance pour raconter ça.
Et alors que j'aurais pu aussi écouter les morceaux lents de Dire Straits ou de choses que j'écoute par ailleurs et que j'adore. Moi, il y a une chanteuse qui me plaît au-delà de tout, c'est Joni Mitchell, la première époque de Joni Mitchell, de l'album Blue et tout ça. Ça me bouleverse complètement, ça me bouleverse. Et j'aurais pu mettre ça, parce que, non, je pense que ça m'accaparait trop. Il y avait un côté neutre dans Chopin qui faisait que c'était comme s'il avait été derrière moi, je jouais vas-y, boss, fais ton truc et tout, je te joue un petit truc comme ça, voilà. Mais Jean-Pierre Gibrat ne fait pas qu'écouter de la musique, il en joue aussi, il joue de la guitare chez lui, il y a une Fender Stratocaster, il y a un bouzouki qui lui permettait de jouer de la musique irlandaise, il y a même une mandoline. Et on l'entend ici, à la guitare électrique, Jean-Pierre Gibrat au solo. C'est une chanson qu'il a enregistrée à New York en 2014 avec 2 amis. Mais chez Jean-Pierre, la musique et le dessin finalement se rejoignent. En écoutant Hendrix un jour, j'ai dit à mon pote musicien, j'ai dit, tu vois, je rêverais de jouer, de dessiner comme Hendrix joue. Et il me dit, c'est-à-dire, mais j'ai dit, c'est-à-dire que c'est l'émotion qui est en premier. Et ça a beau être un super guitariste par rapport à l'époque, c'était un virtuose quand même, hein. C'était un des meilleurs, mais c'est pas ça qu'on retient. Et pareil pour Joni Mitchell, c'est l'émotion qui est devant tout le reste. Évidemment qu'elle chante merveilleusement bien, que c'est très très personnel et tout ça, mais on en oublie tout ça tellement l'émotion est devant. Voilà. Et donc je lui disais, moi j'aimerais à un moment arriver à dessiner et qu'on ne retienne que ça. Qu'évidemment en cuisine, ça veut dire qu'il y a de la technique qui est obligatoire et tout ça, mais j'aimerais qu'à la fin ça fasse ça. Qu'à la fin, on retienne que l'émotion des dessins, comme on retient d'Hendrix. Ce qui fait sa spécificité, c'est l'émotion qui se dégage même de la voix, de la façon dont il chante et de la façon dont la guitare répond à la phrase chantée. Voilà, toutes ces choses-là, c'est intouchable, c'est magnifique et c'est pas... Ce qu'on appelle la sensibilité. Oui, la sensibilité qui fait que à la fin, tu n'entends plus que ça. C'est-à-dire, tu t'en fous de la technique, tu la remarques même plus, quoi. Et le résultat, c'est que Jean-Pierre Gibrat est aujourd'hui un des auteurs majeurs du 9e art, qui vend des BD, mais qui vend aussi ses planches, parfois même d'ailleurs très chères, et il assume parfaitement de se séparer de ses œuvres. À moi, ça ne manque pas du tout. C'est pour mes enfants où je me dis, il ne va pas leur rester les meilleurs, parce que les meilleurs, moi, contrairement à beaucoup d'auteurs qui veulent garder le meilleur pour eux, moi, j'ai compris, grâce à Daniel assez vite, que c'est le meilleur. Daniel Magan. Voilà, Daniel Magan. C'est le meilleur qu'il faut donner. Parce que le public, il a bon goût. C'est celle-là qui a... Et si tu veux avoir une cote qui ne soit pas négligeable, il faut donner le meilleur. Tu ne peux pas dire, je garde le meilleur pour moi, je donne le deuxième, troisième choix au public. Non, faut donner le meilleur. Et du coup, moi, c'est par rapport à mes enfants, où je me dis, mes enfants, il leur restera pas le meilleur de ce que j'ai fait, c'est sûr, parce que le meilleur, il est... Pour l'instant, on a quasiment vendu tous les meilleurs dessins et je les ai plus. Par contre, par rapport à moi, je me dis, Vermeer, il aurait adoré vendre ses tableaux. Et il est passé à côté de ça, il est mort dans la misère. Et donc, je me dis, mais je vais quand même pas être plus prétentieux que Vermeer. Il y a des mecs qui veulent mes dessins, qui sont prêts même à les payer un bon prix. Et je vous les propose sans aucun... Et en plus, c'est Cabane qui m'avait dit ça à un moment. J'hésitais au tout début. Les bons dessins du Sursis, j'avais fait un poster pour Canal BD, tout ça. Et le prix montait, Daniel voulait me l'acheter, il y avait un autre mec qui voulait me l'acheter, le prix montait. Et au bout d'un moment, je l'ai vendu parce que ça représentait une Gibson et un ampli à lampe. Donc une guitare électrique. Voilà. Ce qui m'a convaincu, c'est que je m'étais dit, si je rencontre un musicien qui a un ampli à lampe, qui a la Gibson, c'était une Les Paul custom et tout ça... Il me dit, je t'échange ça, je te donne ça, mon matos, et tu me donnes ton dessin. J'aurais dit oui tout de suite. Voilà. Mais comme là, avec cet argent-là, je pouvais m'acheter ça, je l'ai fait sans aucun état d'âme. Et Cabane, il m'avait dit, mais oui, bien sûr, vends-le ton dessin, puisque qu'est-ce que tu vas en faire, toi ? Il va être dans un carton. Dans 2 ans, 3 ans, tu vas le trouver décevant, peut-être par rapport à ce que tu fais après, etc. Là, le mec qui va t'acheter ça à ce prix-là, il va te faire un bel encadrement et ton dessin, il va être vu par plein de gens et c'est fait pour ça. Et c'était très très bien vu. Donc j'ai aucun état d'âme, zéro. Et Jean-Pierre Gibrat est le premier à s'étonner de son succès. Quand j'ai fait le Sursis, je cherchais à faire mieux que d'habitude, mais illusion zéro
sur le fait que ça allait marcher mieux que ce que j'avais fait avant. Zéro. Si ça fait 20 ans que je fais ça, si ça avait dû marcher, il y a longtemps que ça serait arrivé, quoi. Voilà. Et j'y pensais pas du tout. À tel point que j'ai demandé à mon éditeur de tirer moins. Claude Gendreau, il raconte ça. Il dit, Givras, c'est le seul dessinateur, quand je lui ai dit qu'on allait tirer le sursis à 25 000, il m'a dit, mais t'es malade, j'ai jamais vendu à plus de 12 000. Après, bon, ils ont retiré, évidemment, mais enfin voilà, quoi. Tellement, voilà, j'attendais pas ça. Hein. J'attendais pas à ce que ça change un peu ma vie sur le plan de la reconnaissance du public, quoi. Et donc aujourd'hui, ça m'a donné un statut de bouquin en bouquin où on me faisait confiance, où on me payait correctement, etc., où je touchais des droits, en plus avec les originaux, qui était un truc qui n'existait pas avant. Moi, je suis dans une situation aujourd'hui qui est rarissime, quoi, d'un auteur qui peut dire, moi, il me faut 1 semaine pour une page, je la prends, il me faut 2 semaines, je la prends, le bouquin sera fini quand il sera fini. Le budget, nos limites sur le temps. Et bon, je ne fais pas ça non plus, parce que le bouquin, à un moment, il faut qu'il sorte. Mais par contre, dans des conditions que personne n'a quasiment, enfin, non, pas personne, mais je me dis, je suis là pour venger tous ceux qui ne peuvent pas mettre autant de temps sur une page. Et moi, on me donne l'occasion de le faire, donc il faut le faire, quoi. Parce qu'en plus, ce genre de dessin, maintenant couleur directe, on a de moins en moins, donc je suis une espèce de dernier témoin, dernier des Mohicans, et donc je me rends compte du privilège que j'ai d'avoir ce statut-là et de pouvoir l'utiliser comme ça. Voilà, heureux qui, comme Jean-Pierre, pourrait-on dire, qui malgré son succès reste simple et modeste, il continue de dessiner et d'écrire dans son petit atelier au premier étage de sa maison, volet fermé, mais sous le regard éternel de Jeanne.